Et donc je vous présente tout de suite Kenza Sefrioui, qui est journaliste culturelle et critique littéraire. Elle a tenu la rubrique littéraire au journal hebdomadaire de 2005 à 2010 et collabore à Tel Quel, Diptyque et à www.economia.ma. Elle a étudié la littérature comparée à l'Université Paris 4 Sorbonne et a publié sa thèse de doctorat sur la revue Souffle, 1966-1973, Espoir de révolution culturelle au Maroc, qui est édité aux éditions du Sirocco en 2013 et qui a reçu le prix Grand Atlas. Elle a aussi co-dirigé Casablanca, œuvre ouverte, réédition augmentée de Casablanca, fragments d'imaginaire, avec un deuxième tome, Casablanca, poème urbain sur les écritures contemporaines à Casablanca, édité en 2013 aussi. Cofondatrice des éditions En toutes lettres et activiste culturelle, elle milite dans l'association Racine, www.racine.ma, pour le développement culturel au Maroc et en Afrique et organise des débats sur des problématiques culturelles. Je vais donc vous laisser la parole tout de suite pour une intervention titrée « La revue Souffle, laboratoire d'humanisme ». Merci. Merci Émilie, bonjour tout le monde et merci infiniment de m'avoir permis d'être parmi vous et de partager vos réflexions sur justement les revues et ces espaces fragmentaires et partagés d'une pensée en mouvement. Alors, je vais vous parler de Souffle. Je suis ravie et très honorée de parler en présence de Toni Maraini qui est une des rares femmes, trop rare femme à avoir participé à l'expérience de Souffle et qui vous donnera tout à l'heure sa vision de cette belle expérience. Alors, très rapidement, en fait, j'ai intitulé ma proposition Souffle, laboratoire d'humanisme, d'abord parce que c'est une revue qui a été fondée en mars 1966 à Rabat par des artistes en colère, des jeunes poètes francophones, mais également des artistes peintres qui, pour la plupart, enseignaient à l'époque à l'école des beaux-arts de Casablanca et qui, au lieu de se plaindre des circuits culturels qui ne leur convenaient pas parce qu'ils les trouvaient soit trop étroits, soit trop conservateurs, ont décidé de se cotiser pour fonder une revue. Donc ça a été vraiment la réalisation commune aux poètes et aux artistes plasticiens. Donc c'était pas l'art, les artistes pour illustrer, c'était vraiment une vraie réflexion commune sur une démarche artistique et au-delà culturelle. Je vais vous présenter très brièvement la revue avant de vous inviter à réfléchir en quelques points sur pourquoi Souffle est un laboratoire d'humanisme. Donc il y a eu ce premier numéro en mars 1966 qui ressemblait à une plaquette de poésie avec un prologue manifeste signé Abdelatif Lahabi, quelque chose de très fort qui lançait les orientations en disant nous sommes, 10 ans après l'indépendance, dans une phase non pas de vitalité culturelle, mais au contraire de marasme, et dans laquelle nous devons prendre position. Je vous paraphrase grossièrement les propos de Lahabi pour éviter de vous infliger de longues citations. Donc, le contexte, on est 10 ans après l'indépendance du Maroc, mais ces jeunes artistes et intellectuels estiment que l'indépendance n'est pas terminée, que le pays est encore en proie à des structures, des permanences coloniales et à des relents néocoloniaux, mais aussi fait face à un pouvoir, à un régime qui s'ancre sur une vision totalement réactionnaire. Et donc du coup, Souffle est d'emblée dans une position d'opposition, de contestation. Souffle est aussi une caisse de résonance par rapport à toutes les préoccupations de cette génération, c'est-à-dire qui est traversée par les mouvements de décolonisation partout dans le monde, et notamment en Afrique. Donc beaucoup de militants sont installés à Rabat, donc il y a un milieu justement favorable à des échanges avec les gens. C'est aussi une période de rêve d'indépendance, de liberté, de libération face à toute forme d'impérialisme.
C'est la période de mai 68 qui aussi portait des espoirs beaucoup plus, en termes de mœurs, beaucoup plus ouverts. C'est la période également du mouvement, des grands mouvements tiers-mondistes, et Souffle était très marqué justement par ces réflexions. Et notamment a été sensible aussi à l'influence du bloc socialiste dans sa tendance maoïste sur ses idées. Donc l'histoire de Souffle est totalement emblématique non seulement de ses idées, mais aussi d'une certaine évolution, puisqu'on part d'un projet de poète, au départ de poète et d'artiste peintre, qui s'élargit progressivement et qui devient un projet ouvertement politique, puisque en 1969, Souffle consacre un numéro spécial à la révolution palestinienne, dans lequel elle invite de nombreux essayistes à parler de cette question-là. Et juste après, elle change de maquette, elle change de rubricage, elle se dote de rubriques beaucoup plus marquées idéologiquement, comme Nation arabe, lutte ouvrière. Vous voyez un peu la tendance, et du coup, elle devient le porte-parole non officiel des mouvements marxistes-léninistes qui sont en train de se forger. C'est une jeunesse qui est évidemment tous à gauche. Les interviews que j'ai menées m'ont montré qu'à cette époque, un intellectuel de droite, ça n'existait pas. Voilà. Donc tous à gauche, et même de plus en plus à gauche. Pour beaucoup, cet engagement, cette sensibilité s'est exprimée par un engagement au sein de partis politiques, donc le parti socialiste de l'époque, l'Union nationale des forces populaires, et le PLS, Parti de la libération et du socialisme, qui était l'avatar toléré du Parti communiste. Et au sein de ces partis, ces jeunes ont estimé qu'ils ne se reconnaissaient pas, qu'ils jugeaient les alliances qui étaient faites avec le pouvoir, qui avait quand même bien gravement massacré les étudiants en 1965, bien décimé les cadres de la gauche avec les procès faits à l'UNFP et l'assassinat évidemment de Mehdi Ben Barka en 1965, que les rapprochements et les jeux d'alliance entre ces partis et le palais leur étaient absolument insupportables, et donc ils ont commencé à s'en retirer pour créer ce qui est devenu le mouvement marxiste-léniniste marocain, qui avait deux branches, Hilal Hamam, qui est sorti du Parti communiste, 23 mars, qui est sorti de l'UNFP, et à l'époque de Souffle, c'était des formations embryonnaires qui avaient pris le nom d'organisation A et B, parce qu'ils avaient encore l'espoir de réussir à s'unifier, ce qu'ils n'ont pas pu faire, notamment en raison de leur désaccord sur la situation du Sahara occidental et la marocanité du Sahara occidental. Donc voilà un peu pour vous donner la trajectoire de cette revue. Ça s'est très mal terminé parce que les principaux animateurs de Souffle, dont Abdelatif Lahabi, qui était le directeur, ont été arrêtés en janvier 72, et ça a été une répression absolument terrible qui s'est abattue sur cette tribune, puisque beaucoup de ces animateurs ont été arrêtés, emprisonnés dans des centres de détention clandestins pendant de nombreux mois, torturés, et ensuite ça a été des procès collectifs, ça a été des années de prison, des décennies de prison qui ont plu sur cette jeunesse. Et pour ceux qui ont pu s'enfuir à temps, ça a été des années d'exil. Donc du coup, quand on prend l'histoire de Souffle, elle ne s'arrête pas en 72. Je vous précise par ailleurs que ça n'a jamais été officiellement interdit, c'est-à-dire beaucoup plus brutal que ça, mais les faits étaient les mêmes. Et que quand on prend les implications de l'histoire de cette revue, ça va jusqu'à aujourd'hui, puisque la libération des derniers prisonniers politiques, c'est au courant des années 90. Il y a ensuite eu l'alternance qui a porté un dirigeant de l'USFP au poste de Premier ministre, Abdelrahman Yousoufi, que Souffle a marqué tout le tournant des règnes à la fin du règne de Hassan II et le début du règne de Mohamed VI, avec l'émergence d'une jeune presse indépendante qui s'est largement inspirée de ce modèle, et qu'en 2004 on a eu l'instance Équité et Réconciliation qui était chargée de faire la lumière sur les crimes des années de plomb. Donc moi j'ai commencé ma thèse
à ce moment-là, et c'était des débats qui étaient complètement contemporains parce que on se penchait sur ce qui s'était passé dans ces années-là, et du coup on a revisité cette période avec l'idée de comprendre ce qui s'était passé, et ça a été un débat absolument essentiel. Donc c'est pour vous dire que vraiment ce dont je vais vous parler a évidemment un ancrage historique et ancré dans des dates, mais porte des revendications totalement contemporaines. Ça me tient d'autant plus à cœur qu'il me semble que c'est dans l'histoire contemporaine du Maroc le projet humaniste qui a été le plus clairement formulé. D'abord parce que c'était un mouvement transdisciplinaire. Je vous ai parlé des poètes et des peintres, mais il y a aussi les cinéastes, très peu les musiciens. C'est pas étonnant parce qu'à l'époque, le genre à la mode, c'était un peu la chanson marocaine moderne qui était très encouragée par la monarchie, et donc il y a eu tout un versant chanson patriotique, donc qui avait visiblement pas d'atome crochu intellectuellement avec le projet de Souffle. Donc projet transdisciplinaire, et puis un projet qui d'emblée s'est situé comme un projet d'émancipation. D'émancipation d'abord par rapport à la condition de coloniser. Bon, les gens qui ont créé Souffle sont tous nés pendant la période coloniale, et donc ils ont tous vécu, ils devaient avoir entre 10 et 15 ans au moment de l'indépendance, et ils faisaient partie, ça me paraît absolument essentiel à souligner, il ne faisait pas partie de la haute bourgeoisie ni des classes privilégiées. Il faisait partie des classes moyennes qui avaient pu, à la faveur de réformes de l'enseignement, accéder à l'école et à l'éducation, et donc qui faisait partie d'une minorité à fort capital culturel et intellectuel, qui les rendait relativement privilégiés par rapport à l'ensemble de la population, d'une part, et qui ont vécu leur jeunesse à l'époque où des luttes pour l'indépendance, et qui sont arrivés finalement à l'âge adulte avec l'idée que, un, on est formé, et deux, on a un pays à construire. Ceux qui ont pu faire des études à l'étranger revenaient avec l'idée qu'ils seraient les cadres du pays nouvellement indépendant. Ceci dit, ils n'ont pas fait des choix pour renforcer leurs privilèges, mais ils ont fait des choix, ils portaient une vision qui était une vision quand même de justice sociale, d'ouverture, qui était beaucoup plus généreuse, et ça je trouve qu'il faut le souligner parce qu'ils en ont eu un courage énorme. Ça a amené ça explique évidemment leur positionnement, et je tiens à saluer leur courage parce qu'ils en ont lourdement payé le prix pour beaucoup. Donc projet d'émancipation, la figure tutélaire à l'époque pour toute cette génération, c'est Frantz Fanon, c'est son livre Les damnés de la terre, qui les a profondément marqués en réfléchissant justement à la façon dont le décolonisé devient homme par le mouvement de se décoloniser justement. Mais au-delà de ce projet lié à vraiment un projet de décolonisation, il y a un vrai projet d'émancipation et un vrai projet de société qui soit centré sur le citoyen et faire du citoyen quelque chose qui ne soit pas une case vide de sens. Et donc, je vous renvoie au numéro 12, où est publié le programme de recherche et d'action de l'Association de recherche culturelle, qui est une émanation de Souffle et de ses proches, c'est-à-dire où c'est une association de réflexion sur la culture qui était au carrefour entre Souffle, les partis politiques, les milieux étudiants, les milieux syndicaux. Et Souffle a publié la charte de cette association qui souligne évidemment le rôle de la culture comme outil de décolonisation, mais aussi comme outil de lutte contre toute forme d'obscurantisme, contre la réaction, contre l'obscurantisme. Donc Souffle assume d'emblée de porter un projet libérateur et qui souhaite donner à ses lecteurs les clés de cette émancipation. Alors, l'idée principale et le projet principal de Souffle, c'est décoloniser la culture et fonder une culture nationale moderne. Alors, pourquoi la culture ? Parce que c'est ce qui fonde le lien social. Et Souffle insiste énormément sur l'ancrage dans la culture populaire, parce que c'est une façon aussi de surmonter le traumatisme colonial, et aussi parce que la culture populaire,
ce qui est vraiment partagé par tous. Donc non seulement elle est source d'une authenticité, ce qui est une question très importante pour cette génération, qui est une question qu'on entend encore aujourd'hui, la question de l'authenticité, mais peut-être pas dans les mêmes contextes. La culture populaire est un lien entre les citoyens et la culture doit concerner tout le monde sans être considérée comme une sous-culture. Alors à cette époque, les gens de Souffle ont bien conscience de constituer une avant-garde en termes de ce qu'ils proposent, que ce soit par leur création littéraire ou artistique. Et justement à ce moment-là, ils vont essayer d'aller le plus possible à la rencontre des publics. Les artistes font des expos dans la rue. Il y en a une qui est restée particulièrement célèbre, c'est l'expo de 1969 sur la place Jemaa el Fna, qui était à l'époque la gare routière de Marrakech, donc où les gens venaient de partout, pas du tout dans l'idée de se déplacer pour aller voir des œuvres d'art. Donc c'était quelque chose de tout à fait original, et ça devait contrer justement le circuit élitiste des galeries d'art. Puis on allait lire des poèmes, des soirées poétiques, des professeurs aussi qui organisaient des soirées dans les lycées pour dire ces poésies qui étaient fondées justement sur la vitalité de l'oralité. Le deuxième point, justement, dans cette idée de donner des clés d'émancipation, c'est un plaidoyer pour un enseignement de qualité. Aujourd'hui, on aimerait bien l'avoir à la puissance 10 000, ce plaidoyer, parce que l'histoire de l'enseignement au Maroc va de catastrophe en catastrophe. Mais déjà, à l'époque, cette génération se plaignait en estimant que c'était insuffisant, qu'il y avait une organisation de la déperdition scolaire pour des projets évidemment élitistes qui allaient conforter les mêmes classes sociales dans leur position d'hégémonie. Quand on voit le niveau qu'avaient ces générations en sortant de l'école publique, eh bien, on rêve parce qu'aujourd'hui, ceux qui sortent de l'école publique ne sont absolument pas outillés ni en français ni en arabe pour affronter le monde et pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Ils plaidaient également pour l'arabisation, alors qu'eux-mêmes, et ils ont dû abondamment s'en justifier, même si, alors, Souffle a été d'abord créé par des poètes francophones, mais je tiens à préciser que cette génération était parfaitement bilingue, et s'ils ont écrit en français, ça a été plus par résultat d'une formation qui leur avait assuré une meilleure une plus grande aisance dans la langue française, alors qu'à l'époque ils étaient parfaitement bilingues, et ils ont même lancé des ponts entre les langues en créant des numéros bilingues, alors que d'habitude les revues de cette époque, il y avait la revue en français et puis il y avait un doublé en langue arabe, ce qui s'est fait puisque Souffle a lancé ensuite Anfas. Mais dès sa première période, ils ont créé des numéros doubles où on ne retrouvait pas forcément les mêmes textes dans la partie francophone et dans la partie arabophone, ce qui suppose que les gens savaient apprécier, le lectorat pouvait parfaitement apprécier les uns et les autres. Mais renforcer l'arabisation parce que c'est effectivement la langue nationale. Pourquoi j'ai parlé de projet humaniste ? Parce que d'abord c'est un projet rationnel. C'est un projet qui relègue à la périphérie les fantasmes et qui les conteste, et notamment le fantasme qui fondait le projet officiel sur l'identité du Maroc en disant que le Maroc était essentiellement arabe et musulman. Souffle à parler de la pluralité de la culture marocaine en reconnaissant l'héritage amazigh, en reconnaissant l'héritage juif. Et ça a ouvert la porte au terme d'années évidemment de lutte de la société civile à la reconnaissance et à la constitutionnalisation des sources de la culture marocaine. Un projet rationnel aussi, parce que c'est un projet sans être... c'est un projet qui a pris ses distances vis-à-vis de la pensée religieuse, qui, contrairement par exemple aux grands penseurs de la Nahda qui ont réfléchi justement à la place de l'islam dans la société, ou à la façon dont il s'agirait de réenvisager justement cette dimension religieuse, eux, je crois que le mot islam est apparu 3 fois en un millier de pages. Donc du coup,
c'était pas les problématiques, ce qui ne voulait pas dire que ça n'était pas, que c'était une négation de cette culture, pas du tout, mais juste que c'était pas leur préoccupation. Et puis aussi projet rationnel, parce que non seulement ils ont porté des idées, mais ils se sont interrogés sur la façon de les produire, sur les structures qui permettaient de produire ces idées, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, avec la réflexion sur les galeries d'art et les associations professionnelles d'artistes, que ce soit dans le domaine du théâtre, du cinéma. Il y avait vraiment une réflexion sur quelles structures peuvent être, quels circuits culturels peuvent permettre à une création de s'épanouir, de rencontrer sa critique, de susciter le dialogue et de toucher son public. Réflexion aussi sur la place des publics et les démarches à faire pour atteindre ces publics, mais également une réflexion sur la notion d'universalisme, parce qu'ils avaient une lucidité sur la question des rapports de force entre des cultures portées par des sociétés totalement inégales en termes de moyens, et qu'on ne discute pas d'égal à égal quand d'un côté on bricole et quand d'un autre côté il y a des industries culturelles plus un héritage politique extrêmement lourd. Et ça, je trouve que c'est une idée tout à fait importante et tout à fait d'actualité. Moi, vous avez rappelé que je suis membre de l'association de Racine. Ce week-end, Racine organisait la 2e édition des États généraux de la culture, justement, et présenter les résultats de 2 ans d'enquête sur les pratiques culturelles des Marocains. Donc cette réflexion sur les structures et justement la question des rapports, où est-ce qu'on va chercher les financements et qu'est-ce que ça implique sur la qualité des projets ou le sens des projets qu'on présente, c'était déjà en germe dans la revue Souffle, et donc du coup qui a présenté un peu des idées qui peuvent être des pistes d'embryon d'ébauche de politique culturelle. Moi, je regrette que dans tout ce projet d'ouverture, ils ne soient pas allés aussi loin qu'ils auraient pu sur le domaine des femmes et de la laïcité. Bon, pas assez de signatures féminines dans Souffle. Ils sont aller peut-être moins loin que ce que Ben Barka, en termes de laïcité, proposait dans son livre qui s'intitule « L'option révolutionnaire au Maroc ». Mais Souffle rêvait de construire une société de créateurs qui réconcilie l'homme à la fois dans son activité économique et dans sa capacité créatrice. Et c'est un rêve, évidemment, qui a été formulé de façon très intense. Souffle n'a pas du tout été, même malgré son évolution politique, ça n'a pas été du tout un programme. C'est un projet qui s'est formulé en termes d'espérance. François Laplantine, l'ethnopsychiatre, parle des voies de l'imaginaire collectif, et il y énumère notamment le messianisme et l'utopie. Ce sont des modalités qu'on retrouve très fortement dans la revue Souffle, qui expliquent pourquoi elles ont canalisé autant d'espoir dans cette jeunesse, et elles ont aussi profondément marqué cette génération et celle d'après. Donc pour conclure, je voulais insister sur cette dimension d'espoir et de rêve qui a été portée par ces artistes, et je trouve que c'est important de les rappeler parce que c'est totalement central dans un projet politique. Je pense que aujourd'hui, plus que jamais, vu l'actualité, on a vraiment besoin d'aller relire un peu ce type de projet qui appelait vraiment à fonder culturellement un projet politique, et qui disait que la politique, ça n'est pas du tout uniquement des tactiques de gestion du conflit, mais c'était un champ de valeurs. Alors peut-être pour conclure très très brièvement, je voulais vous dire peut-être un mot sur la façon dont on a fêté le cinquantenaire de la création de Souffle cette année au Maroc. Alors moi, quand j'ai fait mes études, mon doctorat, Souffle n'était pas du tout disponible dans les bibliothèques publiques marocaines. Ça avait été pillé. Le dépôt qu'Abdelatif Lahabi avait fait à la Bibliothèque générale à l'époque avait été volé. Les quelques numéros qu'on m'avait amenés étaient couverts de chiures de pigeons. Donc vous voyez la possibilité de faire de la recherche dans un pays comme le Maroc à ce moment-là. Et j'ai pu travailler uniquement parce qu'il y avait des universités publiques américaines qui avaient numérisé Souffle. Depuis 2008, nous avons une bibliothèque nationale du Maroc qui est vraiment un très bel établissement, qui est censé être une locomotive d'un réseau de bibliothèques,
comme ça se fait dans n'importe quel pays organisé. Le problème, c'est que on a la locomotive, mais on n'a pas le train, ou alors de façon extrêmement insatisfaisante. Et donc, cette BNRM dispose d'un budget qui lui a permis de renumériser Souffle, donc que vous pouvez trouver gratuitement en ligne sur le site de la BNRM, mais sous format de PDF. Alors, ça pose un certain problème parce que on ne peut pas faire de recherche par mots-clés dans cette nouvelle mise à jour. Donc vous pouvez télécharger les PDF, mais après vous aurez une succession d'images qui est absolument inutile, et à ce niveau-là, le projet américain reste indépassé, parce que quand même, le but d'une revue, c'est pas d'en contempler les pages, c'est de pouvoir travailler vraiment sur le fond. Et je m'interroge vraiment sur la possibilité de faire un vrai travail si on ne peut pas faire des recherches par mots-clés. Et ce qui m'a le plus frappé, ça a été le souhait de Abdelatif et Jocelyne Labi de rééditer Souffle. Alors que l'intégralité des numéros était disponible gratuitement en ligne, ils ont souhaité faire un coffret en rééditant des facsimilés de tous les numéros de Souffle qui ont malheureusement été faits dans des conditions... Je trouve que l'objet est pas beau. C'est vendu 500 dirhams en bloc. Vous pouvez acheter les numéros à l'unité pour des sommes beaucoup moins importantes. Mais je me suis interrogée sur finalement qu'est-ce que ça signifiait de vouloir le coffrer. Et je me suis dit quelque part ça avait tendance à statufier quelque chose qui était beaucoup plus vivant que ça. Je regrette un petit peu il y aura évidemment un projet d'anthologie qui, je pense, permettra de repartager l'essentiel des textes aujourd'hui. Mais j'aimerais que Souffle puisse continuer à mériter un peu mieux que ces hommages un peu convenus et un peu figés, parce que c'est à l'opposé de l'esprit de liberté qui a marqué ces pages. Je vous remercie. Merci Kenza, merci beaucoup d'avoir aussi respecté le temps. C'est formidable, comme ça on aura beaucoup le temps aussi d'échanger avec la salle. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Ali Akai, qui est professeur de sociologie à l'université du Minar Sinan, dont il est le chef de département depuis 2004. Il est également commissaire d'exposition. Et donc il enseigne dans le département de sociologie et de peinture de cette même université à Istanbul. Il a écrit de nombreux articles parus en Turquie, en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et aux États-Unis, et sur ces questions interdisciplinaires entre sociologie, philosophie et art contemporain. Il a écrit beaucoup de publications. Je vais vous donner les récentes. Donc, ces derniers livres parus sont Le Don aux éditions Dogu Bati en 1999-2016, La pensée singulière, toujours aux mêmes éditions Dogu Bati, j'espère que j'écorche pas le nom de l'éditeur, 1991-2016, La politique est un champ de pensée aux éditions Dédalus, 2016. Il a également enseigné à Paris 8 dans le département d'anthropologie en 2005 et enseigné à Berlin à l'université Humboldt dans le département d'histoire de l'art, toujours en 2005. Il a fait également des séminaires au Jeu de Paume en 2010 sur les exiloctares et artistes. Exilocrates, pardon. C'est une erreur d'écriture. Sa dernière exposition date de novembre 2016, Cold Front Balkans, Pera Museum, Istanbul. Je vous laisse la parole. Vous allez nous parler Art versus Culture, les revues de la Turquie républicaine. Merci beaucoup. Bonjour. Contrairement aux autres intervenants, je n'ai pas fait ma thèse sur les revues d'art. Mais pendant 27 ans de temps à Istanbul d'adulte, j'ai créé 3 revues. L'un s'appelait Sociologie Toplum Bilim, qui a duré pendant 20 ans. Et puis une revue d'art contemporain Plateau que j'avais présentée ici en 2006, quand j'étais à INHA. Voilà. Et puis théorique Bakış, le regard théorique, dans le sens théorie en grec, le regard dans ce sens-là, mais en théorie, depuis 3 ans. Donc ça continue cette revue. Et le dernier numéro, c'était sur l'art contemporain.
J'ai beaucoup aimé le nom de cette revue, Souffle, ça je voulais souligner ici, parce que c'est en turc, j'imagine c'est le même mot qui existe en arabe, nefes, n'est-ce pas? Nefes, c'est en même temps prendre un temps de respiration, donc c'est vivre. Et on est dans une période d'asphyxie et on a besoin beaucoup de souffle un petit peu dans le monde entier. Et notamment en Turquie, qui actuellement est un de ces pays où le climat universitaire, intellectuel, journalistique, revues d'art, etc., sont dans un état de catastrophe. Et je pourrais dire aussi que juste avant de venir ici, le président a nominé un recteur de l'université de Bosphore, qui est un des deux universités qui est resté en dehors de la mainmise du gouvernement sur les universités. Donc Bosphore, l'université de Bosphore, qui est une université américaine, publique, mais dans le sens où l'enseignement se fait en anglais, est passé donc entre les mains du gouvernement. Mon université, Mimar Sinan, actuellement, c'est la seule université où le recteur est élu encore et où les enseignants ne sont pas été interrogés du fait de cette signature de la paix en Turquie en 2014, fin 2014. Tout ça, c'est pour vous dire que je vais vous parler de certaines revues, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout dans certains, qui datent des années 1929, 30, 32, 33, donc la période de crise dans le monde entier, la revue Cadro, sur laquelle j'avais un peu travaillé dans les années 80. C'est une revue politique de tendance révolutionnaire kémaliste, et dans lequel on peut trouver certains articles sur les arts aussi. Une deuxième revue, c'est la revue AR, mais dans le sens où ART, la revue AR, dans lequel il y a aussi que des articles sur les arts plastiques, sur les arts modernes, et où l'on parle de l'humanisme turc, comment, à partir de la révolution kémaliste, la Turquie, dans les arts, a passé à travailler sur l'art figuratif, pas uniquement sur l'art de l'ornement, de miniature, etc. Et une troisième revue, c'est la revue Toprak, c'est le Land, la Terre, qui est une revue d'art également, mais dans laquelle les intellectuels, les journalistes, etc., intervenaient. Dans tout ça, je dirais que on est en train de passer dans le monde entier, dans cette atmosphère de climat un peu répressif qui ressemble beaucoup aux années 30, 20, 30, et le discours que je vais vous montrer un petit peu certains exemples n'est pas très différent, malgré que c'est l'autre côté du discours, n'est pas très très différent de ce qu'on a aujourd'hui en Turquie, dans ce sens où le thème principal d'aujourd'hui, c'était la culture occidentale avec laquelle on débattait, on discutait, on était parfois contré. Et aujourd'hui, plus que la culture, c'est la civilisation occidentale qui est misée, dans le sens où la culture, par rapport à la civilisation, est secondaire pour le pouvoir actuel et les gens qui écrivent dans les journaux ou dans certaines revues, et spécialement des revues d'art aussi, parce que ce qu'on appelle l'art moderne n'est pas très aimé par les conservateurs d'aujourd'hui, mais plutôt c'est le hat, c'est l'ornementation ottomane qui prime sur l'art contemporain, tellement qu'il y a maintenant une foire qui n'a pas marché, mais ça pourrait continuer cette fois-ci, non pas par le privé, mais par le pouvoir public et municipal, une
foire d'art, ce qu'on appelle conservateur. Une foire d'art conservateur veut dire les arts ottomanes et seldjoukides. Parce qu'en plus, entre deux tendances de politique conservateur, il y a un côté plutôt musulman qui se base sur la culture ottomane, mais une autre partie de cette culture conservatrice qui est basée plutôt sur les Selçukides. Ils se croient qu'ils sont Selçukides et ils sont beaucoup plus nationalistes dans ce sens-là et beaucoup plus localistes par rapport aux musulmans, un peu plus de Ummah, l'islam généralisé du monde entier. Dans ce sens-là, donc je reviens, ou bien peut-être que il fallait peut-être faire un petit rappel des années 20 et 30 concernant cette révolution kémaliste qui a changé, c'est une révolution parce que qui a changé non seulement les vestiments, mais également la langue, l'alphabet. On a passé de l'ottoman, de l'arabe à latin, de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Et plus la laos, en grec, laïcité. Le laos est important parce que la révolution kémaliste était basée sur le mot peuple, donc le parti créé par Mustafa Kemal, CHP d'aujourd'hui, c'est le parti du peuple. Et laïcité, la Laos dans ce sens-là, est assez importante parce que il y a eu tout un changement de l'abdication du califat en 24, et puis la lettre en 28, et la laïcité rentre dans la constitution de 21 à partir de 1937. En ce temps-là, la revue Cadro, de tendance, je dirais, kémaliste, a un discours dans le premier numéro assez intéressant parce que le mot tiers-monde n'existe pas à l'époque, mais on parle en 29 de deux blocs, le bloc capitaliste et le bloc soviétique, qu'on appelle aujourd'hui à ce moment-là le bloc communiste. Et la revue défendait l'idée qu'il disait une idée de tiers monde. Le mot dans ce sens-là existe. Le tiers-monde dans le sens tiers du terme, entre les deux blocs, il fallait faire une révolution nationale, d'où l'idée de volonté nationale qui existe déjà et que le président actuel turc prononce presque tous les jours la volonté nationale, parce qu'il y en a plus de 51% de vote. La différence peut-être entre ce temps-là et aujourd'hui, c'est que en 1923, quand le 29 octobre, la révolution kémaliste a déclaré la République comme régime, le régime qui est basé sur le peuple, et aujourd'hui, on voit presque le même discours par le président Erdogan. Il s'est basé également, il dit que le peuple le soutient, et c'est la volonté nationale, milli shur en turc, on parle de cette volonté nationale, et cette fois-ci, le mot volonté et conscience nationale, volonté nationale, change selon les époques. Quand je réfléchis à ce que cette transformation d'une révolution vers l'occidentalisation et une révolution anti-occidentalisation d'aujourd'hui, il y a peut-être le fait que le mot, comme je vous ai souligné, le mot civilisation, que dans les années, début des années 90, fin 80 et début 90, donc 92 plutôt, cet fameux article de Samuel Huntington a tellement marché que déjà à l'époque, le gouvernement d'aujourd'hui, qui avait donc un parti religieux de l'époque, avait pris en main, et depuis 1994, la municipalité Ankara-Istanbul, donc dirigée par ce parti dont le nom change selon la période, mais c'est le même parti musulman conservateur avec des idées assez
religieusement conservatrice, défendait l'idée d'une civilisation non pas seulement musulmane, mais également nationale. Le discours devient de plus en plus national. D'où la ressemblance avec les années 20 et 30 de l'époque kémaliste. Dans la revue Cadro, déjà, on peut souligner que cette idée de tiers-monde qui défendait contre le régime capitaliste occidental et contre le régime communiste de l'Union soviétique une idée de nationalité turque avec la culture turque et dont l'origine vient d'un sociologue qui était un disciple de Durkheim, mais complètement différent, dans ce sens où il était plutôt d'origine kurde, de Diyarbakır, mais qui défendait l'idée de la culture pure turque, comment est-elle possible? Et cette synthèse de culture et de civilisation de Ziya Gökalp, donc c'est le nom de sociologue qui est l'idéologue de kémalisme et avant ça du parti L'Union et Progrès à l'époque ottomane, parce que c'est la suite de ce parti qui prend le pouvoir, et la lutte entre ces deux partis pendant l'époque kémaliste est un des facteurs importants de la répression des années 30 en Turquie contre les régimes pluralistes des partis politiques. Dans ce sens-là, cette revue est d'abord anti-impérialiste, culturaliste, qui défend l'idée d'une synthèse entre civilisation et culture, une civilisation technologique et une culture nationale avec une langue turque, avec une culture turque, avec l'État turc. Donc, dans ce sens-là, la suite me fait penser, quand j'étais étudiant dans les années 70, le département de sociologie à Paris 8, où on parlait beaucoup de système et structure. Je pense que par rapport à la sociologie ou politique, qu'on appelle génétique, dynamique, transformation sociale, etc., tout ça, ce système et structure, en ce qui concerne le discours des revues d'art turques, est incontestablement stagnante, constante, et qui a presque le même discours. Et ce discours est d'abord anti-européen, plus qu'anti-américain, plus anti-européen. Et le Cadro, la revue Cadro, qui sont les intellectuels, romanciers, journalistes, qui sont très très connus dans le monde intellectuel turc, donc c'est l'histoire des idées en Turquie un petit peu qu'on est en train de souligner un petit peu. Et ces auteurs ont d'abord ensemble un discours anti-européen. Parce que l'Europe, c'est l'impérialisme. L'impérialisme d'abord dans ce sens où le début de colonisation de l'Empire ottoman qui a duré à peu près de 18 à 22, disons 4-5 ans, et la Turquie n'a pas été colonisée finalement. Par rapport à un discours africaniste ou maghrébin ou mashrek, tout ça, la Turquie n'a pas connu la colonisation, d'où cet renfermement dans l'idée nationale et aussi le fait qu'une langue étrangère, à part la fin de l'Empire ottoman, n'a pas dominé l'ère intellectuelle. Et cette langue turque ou ottoman-persane, avec les mots persans, ottoman et turquique, cette langue turque est, par l'histoire, jusqu'aux années 90, a été purifiée.
Cette purification est assez intéressante parce que cela veut dire qu'une génération de jeunes d'aujourd'hui n'a pas la possibilité de lire ces revues en alphabet latin, mais avec des mots persans et arabes de l'époque, incompréhensibles pour les jeunes d'aujourd'hui. Plus, pour les revues de début des années 1920, donc l'alphabétisation en latin c'est en 28, avant 29, il est impossible de lire les textes aussi. Non seulement qu'on ne comprend pas le sens des mots, mais en même temps, on n'arrive pas à le lire, parce que c'est deux alphabets différents. C'est assez intéressant de ce point de vue. Et quand j'ai édité, par exemple, les cours de Georges Dumézil en 1929 à Istanbul, donc j'étais obligé de le faire traduire en latin, et puis de chercher les mots chaque fois que un mot arabe ou persan, ou ottoman même, à l'ancien turc, il fallait noter à côté le mot couramment utilisé de l'époque, donc c'était en 1900, fin des années 90 que j'ai fait ça, et par la suite, il fallait trouver les noms des auteurs, des historiens, plutôt des historiens allemands, que Dumézil racontait en 1929 en Turquie. Lui, il a été appelé par Mustafa Kemal. C'est très intéressant parce que tous ces gens-là contribuent à l'organisation intellectuelle de ces revues de 29 à disons, les années 60. Les années 60 sont assez intéressantes parce que le discours, la première fois, change. Ce que je disais de l'époque de Kadro, de Toprak, etc., change dans les années 60 pour enfin rentrer dans ce souffle où l'on parle de plus en plus de mode de production asiatique et de Maurice Codelier, etc., ici en France, dans les années 60, 65, 66, 67. Et puis en ce moment-là, les revues d'art, de cinéma et de culture ont un discours, un débat sur le fait que la Turquie faisait partie, l'Empire ottoman aussi bien sûr, faisait partie de cette mode de production asiatique où la propriété privée n'existait pas. Donc, un romancier très connu, qui est très influencé, qui a beaucoup influencé les intellectuels jusqu'au Orhan Pamuk. À mon avis, Orhan Pamuk, c'est le changement total dans ce discours qui devient de plus en plus globalisé. Mais dans les années 60, ce discours sur le mode de production asiatique qui dominait les terrains intellectuels de la Turquie faisait en sorte que le discours anti-occidental encore continuait à exister, anti-européen et anti-occidental. Parce que, selon lui, Kemal Tahir, la Turquie, la sociologie turque ou l'histoire de l'Empire ottoman et de la Turquie n'a pas été dans la possibilité d'être comprise avec des concepts occidentaux. Le mode de production, le mot, venait de Marx. Marx était allemand, et l'allemand, même si c'est traduit en français ou en italien ou autre chose, n'était pas quelqu'un qui savait l'histoire de l'Empire ottoman. C'est un constat, c'était les gauchistes de l'époque. Aujourd'hui, c'est les conservateurs qui ont le même discours. Dans les revues et dans les journaux, il n'y a qu'un seul discours, si vous voulez, dans toute cette histoire des années 20 jusqu'au 2016, cette histoire de tenir un discours anti-occidental. Et c'était très intéressant parce que la seule fois qu'une certaine partie de la gauche, dans les intelligentsia en Turquie, a défendu les idées universelles, c'était l'universalité du kémalisme. C'est comme si Deleuze-Guattari parlait de l'universalité du capitalisme dans l'Anti-Oedipe, et les intellectuels turcs ne parlaient que de l'universalisme du kémalisme, parce qu'ils allaient créer, depuis l'époque Kadro,
une certaine universalisation de la révolution kémaliste, qui a influencé par la suite certainement, ce n'était pas dans l'universalité, mais dans la région, certains politiciens, bassistes, etc., qui a régné un peu dans le Moyen-Orient jusqu'à peut-être le Maghreb. Et donc, c'est un résumé que je vous fais du discours dans les revues d'art en Turquie. Et si vous voulez, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'art versus la culture. C'est une autre question encore. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je n'en avais plus besoin. Bon, merci beaucoup pour ces deux interventions qui nous montrent aussi la contemporanéité des sujets abordés dans les revues que vous avez présentées. Justement, c'est maintenant que je vais laisser la parole à la salle pour vous poser vos questions. Je voulais juste vous remercier tous les deux, et j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je voulais juste constater quand même, Ali, que tu es en train de nous dire que dans le fond, on est confronté à deux formes de nationalisme, celui que tu convoques concernant les années 30 et celui d'aujourd'hui, quoi. C'est assez désespérant. Et constater quand même donc que c'est en dehors de tout mouvement dit indépendantiste, post-colonial et autres. Donc un modèle en fait qu'il faudrait concevoir et penser à partir en fait d'un empire déchu. Est-ce que je peux le penser aussi comme ça? Donc le regarder du côté d'un empire nationaliste, Brexit ou français ou autre, quoi. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Kenza, d'une certaine manière, j'aimerais bien te renvoyer la question que tu m'as posée tout à l'heure, qui se présente pourtant de manière totalement différente. Et je trouvais ça intéressant de voir en quelle mesure cette notion de l'humanisme, qui me semblait dans le contexte de présence africaine, un passage obligé, mais qu'il fallait dépasser à un moment donné pour pouvoir développer un discours plus politique, dans le contexte nationaliste répressif dont tu parles, devient à son tour un mode de contestation politique en élargissant un contexte qui est trop étroit. Et alors le fait que la même référence d'un contexte à un autre puisse prendre une tournure opposée me semblait assez intéressant. Le second point, c'est que malgré cela, il y a cette rupture de 69, ton souffle, et j'aimerais bien que tu retournes encore une fois, parce que il y a des départs, c'est quand même un moment où justement cette question d'une continuité de cette ligne humaniste ne se pose pas de manière aussi linéaire, claire et directe, et que tu reviennes un peu sur les moments où ça cloche. Et pour Ali, mais là c'est plutôt un intérêt qui résulte de maintenant, en quelle mesure la réponse à ces purges depuis l'année dernière, c'est très fortement dans le milieu intellectuel et académique en Turquie, se fait aussi par les moyens de la revue, probablement plutôt sur Internet aujourd'hui que sur papier, j'imagine. Alors, quels sont est-ce qu'il y a des nouvelles publications qui deviennent une sorte de, creuset transnational qui permet de réouvrir des espaces de débat dans une Turquie hyper fortement réprimée dernièrement? Alors sur humanisme versus tiers-mondisme, peut-être qu'il y a un phénomène de génération, parce que toi tu parles d'une revue beaucoup plus ancienne, où la phase peut-être de revendication politique n'était pas encore est venue au fur et à mesure en fait, alors que Souffle date de 66, il y a déjà eu le début des décolonisations, il y a déjà eu les grandes réunions,
la conférence de Bandung, enfin les grandes conférences du mouvement tiers-mondiste. Donc quelque part, c'est quelque chose qui fait partie de l'ère du temps en fait. Et je me dis que ça a dû marquer. Et puis, je pense aussi à l'influence de Frantz Fanon, qui était considéré comme un marxiste et qui a tout de suite posé la réflexion en termes de la dignité humaine, aussi en rapport avec les conditions de vie, avec les conditions économiques, avec les structures économiques du pays à décoloniser, à reconstruire, tout ça. Donc je pense que ça a dû marquer quelque part une réflexion, même si elle ne s'est pas peut-être formulée tout de suite dans des termes aussi précis et aussi politiques que c'est devenu, que ça ne l'a été par la suite. Mais c'est sûr qu'il y a des gens dans l'équipe qui n'avaient pas l'intention de se couler dans dans ce mode de discours. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en partageaient pas les idées, mais ils estimaient que leur travail d'artiste n'avait pas à interférer avec peut-être cette grille d'analyse et le tournant de 69 n'a pas été bien vécu par tout le monde. Alors, ce qui a été déterminant, c'est en 68, il y a eu l'arrivée dans l'équipe de Abraham Serfati, qui était plus âgé que l'ensemble de l'équipe. C'était quelqu'un qui bénéficiait d'une grande notoriété et d'un grand respect, parce qu'il il avait été résistant, il avait déjà été emprisonné pendant les luttes pour l'indépendance du Maroc, il était communiste. Et lui aussi a fait partie de cette tendance à la radicalisation, puisqu'il a participé à la fondation de ce qui est devenu Il El-Hammam. Et lui a peut-être fortement contribué au tournant politique de Souffle, mais il y avait des gens comme par exemple Nissa Bouri, comme Melihi, comme Tahar Benjeloun, comme Khattabi, qui ne se sentaient pas concernés par ce qu'ils considéraient comme un virage, et puis surtout qui voyaient arriver aussi dans l'équipe des gens qui n'avaient pas forcément connu l'histoire de la revue. Il y a eu aussi un sentiment de hold-up de la revue par des gens de l'ancienne équipe, parce qu'au départ, Souffle a beaucoup fonctionné dans des réseaux d'amis, et je fais circuler le numéro, et donc du coup, les gens écrivent, envoient des textes, et en 3 ans, puisque Souffle était trimestriel à cette époque-là, la revue a réussi à réunir à peu près 120 signatures. Donc il y a eu une très forte diffusion par des réseaux personnels, et aussi par les retours des gens qui se sont sentis impliqués quand ils ont lu, ils se sont abonnés et puis ils ont écrit, voilà. Alors qu'au moment où Souffle est devenu beaucoup plus politique, là pour le coup c'était plus du tout le même fonctionnement, puisque il y a des gens qui prenaient des pseudos, il y avait de plus en plus de travaux collectifs, il y avait de plus en plus de cooptation par les organisations politiques, donc du coup c'était plus du tout le même mode de fonctionnement ni la même ouverture. Donc forcément il y a plein de gens de la première équipe qui se sont plus du tout retrouvés dans cette ambiance, et puis qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'ABI quand l'ABI a fait dans l'avant-propos du numéro spécial Palestine une déclaration en disant: certains d'entre nous en sont arrivés à considérer, je paraphrase grossièrement, la culture comme une sorte de luxe. Alors vous imaginez bien que des gens dont la raison de vivre c'est leur art, ils ne pouvaient certainement pas adhérer à des propos comme ça, d'autant plus quand c'était relayé ensuite par des militants qui trouvaient que la culture c'était petit bourgeois, et ainsi de suite. Donc forcément il y a eu des ruptures plus ou moins vives, des gens qui se sont éloignés, et puis c'est comme ça que voilà. J'avais une question pour vous, Kenza, en fait, par rapport à cette situation de répression que vous décriviez donc au tournant de l'année 72, en fait, en quoi justement la revue, ça a pu être un réseau de solidarité, enfin, comment s'est articulé, en fait, éventuellement les solidarités internationales ou pas par rapport à cette situation de répression locale telle que vous l'avez. Il y a eu des nouvelles séries qui ont été publiées en France. Souffle et Enfas, nouvelles séries qui ont été publiées par les étudiants et par les Marocains installés en France, dans tous les cas des militants de 23 mars et Il El-Hammam, qui ont réédité des numéros, enfin qui ont édité de nouveaux numéros, hein. C'est pas des reprises
pour être plus clair, avec l'idée de... Donc on reprend le titre par solidarité avec le mouvement, mais pour le coup, là, c'était vraiment des revues qui n'avaient rien à voir avec les réalisations au Maroc, dans la mesure où c'était pour faire connaître l'état de la répression au Maroc, pour publier les photos des gens qui étaient arrêtés. Vraiment, c'était un appel à la solidarité internationale, en fait. Et ces militants ont été en contact avec les comités de lutte contre la répression au Maroc. Ils étaient en contact avec les gens d'Amnesty International et ils ont vraiment fait un travail absolument extraordinaire pour documenter la répression, pour organiser la solidarité avec les gens qui étaient en détention, leur écrire, envoyer de l'argent, envoyer des livres, et puis permettre de rééditer les œuvres des poètes qui étaient enfermés. Donc il y a eu vraiment un très fort travail en France et notamment en Belgique et aux Pays-Bas, avec des gens vraiment magnifiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains des anciens militants de ces comités qui ont fait vraiment un boulot remarquable dans le plus total anonymat, beaucoup de discrétion, et qui ont constitué vraiment un vivier d'archives qui a permis par exemple à Gilles Perrault de s'appuyer pour rédiger Notre ami le roi. Et donc du coup ils avaient des documents de première main, voilà. Et il paraît que, sauf d'ailleurs les nouvelles séries, elles arrivaient à la prison de Kénitra. Justement, c'était lu sous le manteau. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient les plus libres du Maroc, justement, parce qu'ils avaient tout ce qui était interdit par les circuits officiels, ça arrivait chez eux, par la diffusion militante. Voilà. Alors, déjà, merci beaucoup pour vos présentations. Je vais me lever, peut-être que ce sera plus pratique pour me voir. Alors, moi, je vois que le champ du politique est vraiment fondamental pour vos deux présentations. Et du coup, sans vouloir faire du hors-sujet, j'aurais juste voulu savoir si par hasard, vous seriez au courant, ou si vous aviez remarqué s'il y avait des positionnements dans n'importe lesquels des revues que vous avez citées, des positionnements un peu plus précis par rapport au rôle de l'éducation. Donc, en l'occurrence, de l'éducation artistique dans les sociétés qui, en l'occurrence, ont vécu le colonialisme et qui donc devaient reconstruire, comme vous aviez dit, de nouveaux schémas, de nouveaux paradigmes, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu des positionnements, notamment par rapport au rôle de l'art dans la société, au rôle de l'éducation artistique, à ce que devaient contenir, par exemple, des programmes d'enseignement, comment faire, par exemple, pour dépasser un petit peu le modèle eurocentrique de l'histoire de l'art, etc. Donc, j'aurais juste voulu savoir si par hasard il y a eu des positionnements par rapport à ces questions-là. Merci. Dans Souffle, il y a un dossier sur l'enseignement, ça c'est sûr, mais avec peu de choses développées précisément sur l'éducation artistique, parce que vraiment là, l'idée, c'est dans les derniers numéros, donc l'idée, c'est vraiment d'insister sur un enseignement de qualité pour tous, mais sans rentrer dans le détail des programmes. Par contre, sur l'éducation artistique, il y a des choses qui peuvent vous intéresser dans le numéro 7-8, qui est le numéro spécial art plastique, et là, c'est diffus, parce que c'est abordé par le biais des interviews des différents peintres qui contribuent qui ont répondu au questionnaire en fait. Voilà, mais dans tous les cas, beaucoup abordent la question de justement de refondre l'enseignement des arts, et c'est aussi peut-être que Tony Marini devrait intervenir parce qu'elle était aux premières loges, voilà, sur l'idée de rompre avec justement les plâtres moulés et la peinture de chevalet, parce qu'il y avait peut-être d'autres choses à montrer et sur lesquelles il fallait faire réfléchir. Voilà. Quand tu parlais du panarabisme, je réalisais à quel point, pardon, je vais peut-être un peu provoquer, mais qu'est-ce que c'est violent pour les populations locales, illettrées, peu scolarisées, de voir des intellectuels qui, d'une certaine manière, finalement, ne leur donnent pas les outils nécessaires, fondamentalement, pour pouvoir participer d'un projet d'émancipation. C'est extrêmement violent dans ces régions d'un seul coup décider que... Et on comprend pourquoi des intellectuels disent le panarabisme. Mais fondamentalement, c'est extrêmement violent pour les populations locales, à la fin, puisque l'outil qu'on leur offre à côté, c'est quoi, à part les maintenir dans une sorte de refus de leur propre langue et culture. Je pense donc au peuple berbère sur place.
Je ne sais pas comment ils ont pu... Pas seulement sur la question du berbère, mais ou des langues amazighes, mais sur la question aussi de la langue marocaine, qui était absolument impensée. Il y a juste un poème dans la partie arabophone de Souffle qui est en Darija, qui est du Zajal, qui est un genre littéraire classe populaire. Mais il n'y a pas eu de création contemporaine, par exemple, en Darija, en poésie. Après, je pense que l'idée je pense qu'ils sont à l'image aussi de cette génération, mais avec l'idée que finalement la question c'est moins la question de la langue que la question du système d'enseignement. Voilà, et d'essayer de démocratiser au plus possible la langue d'enseignement. Et c'était pas pour nier d'autres langues, même si ça aurait peut-être pu être plus développé. Non, je l'entends, mais je crois que c'est pas le lieu du débat maintenant. C'est qu'on voit bien la catastrophe que ça a été de ne pas mettre en place les outils. On voit très bien en Afrique du Nord ce que ça a fait. Et peut-être juste une question sur la question du Maghreb et de la revue Souffle. Tu en as peu parlé, mais j'aimerais bien savoir comment ils envisageaient, je dirais, le transnationalisme en fait. De façon très, très, très ouverte, parce que dès les premiers numéros, il y a eu des artistes et des écrivains d'Algérie et de Tunisie qui ont contribué aux pages de Souffle. C'était des gens qui se connaissaient très bien, c'était des amis. Donc il y avait l'idée vraiment d'une culture tout à fait partagée. L'idée aussi de plaider pour la spécificité du Maghreb au sein de l'ensemble du monde arabe, notamment pour les arabophones. Je pense qu'à Mohamed Barada, qui a contribué à un des numéros bilingues. Lui, il a fait ses études au Caire, et en tant que Marocain, il se sentait un petit peu marginalisé ou par rapport à la centralité énorme de l'Égypte et du Liban dans la production intellectuelle. Donc il y avait l'idée aussi de dire on est arabe, mais on est arabe du Maghreb avec une spécificité maghrébine. Et avec ça, il y avait aussi des convergences politiques, parce qu'il y avait à peu près les mêmes mouvements. On m'a beaucoup parlé de la revue Perspective, que je connais mal, en Tunisie, où qui a été un mouvement très très important, mais dans la même orientation que Souffle. Il y avait Alger, qui était aussi la capitale des progressistes et des révolutionnaires de cette génération. Donc il y avait, alors qu'au contraire, l'unité du Maghreb ne se faisait pas du tout à l'échelle des pouvoirs, mais au niveau des intellectuels, il y avait une vraie circulation, et il y avait une volonté d'avancer ensemble, quoi. Je vous remercie. On va s'arrêter maintenant pour faire une pause, et on reprendra à 14h avec Morad. Merci.